Bonjour, ceci est une présentation rapide de mon mémoire de recherche en études sur le genre qui a gagné le prix du Master 2020 de l'Institut du genre, un groupement d'intérêt scientifique fondé par le CNRS. Ce que je vais évoquer avec vous, ce sont les changements importants qui se sont déroulés dans les années 2010 concernant la représentation de la violence de genre dans les séries télévisées et les enseignements que l'on peut en tirer d'un point de vue sociologique. Dans le prolongement, j'aborderai rapidement ce qui fait l'objet de ma recherche doctorale actuelle, à savoir l'articulation entre violence de genre et représentation du genre dans le jeu vidéo. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que la décennie 2010 est une période tournant dans le sens où l'on constate une nouvelle appréhension du viol en tant que fait social. C'est une période qui commence par un non-lieu dans l'affaire DSK, mais qui se termine au contraire par une lourde condamnation pour Harvey Weinstein. C'est aussi une décennie continuellement émaillée de scandales. Les viols collectifs de New Delhi en Inde et de Rochdale en Angleterre, mais aussi la révélation en pointillé tout au long de la décennie de violences sexuelles au sein de l'Église, tout ça va beaucoup remuer l'opinion publique. Mais au-delà des scandales, ce qui diffère de ce qu'on avait auparavant, ce sont les témoignages féminins. Non pas qu'ils émergent, parce que ça, il y en a toujours eu, les femmes ont toujours parlé, mais plutôt on observe une nouvelle recevabilité de leurs témoignages, c'est-à-dire que pour la première fois, certains deviennent audibles. En particulier en 2013, Samantha Gamer, la victime de Roman Polanski pour laquelle il a été effectivement condamné par la justice, publie ses mémoires, agrémentées de photos d'elle à l'époque des faits. Photos qui ne laissent aucun doute sur le fait qu'elle n'était encore qu'une enfant, et c'est d'ailleurs l'objet de son livre qui s'intitule The Girl. L'année suivante, Dylan Farrow publie une tribune dans le New York Times. Non seulement elle y réitère les accusations qu'elle porte contre Woody Allen depuis 1992, mais elle met cette fois en cause toute l'industrie du cinéma qu'elle accuse d'être complice de l'impunité du réalisateur. Et puis en 2015, c'est l'affaire Brock Turner. Donc, un étudiant de Stanford qui prend la fuite après avoir été surpris par deux témoins en train d'agresser une victime inconsciente derrière une benne à ordures. Les preuves sont accablantes. Turner est condamné par un jury pour 3 crimes, sauf qu'un juge, Aaron Persky, décide d'alléger sa peine pour lui éviter, dit-il, un impact trop sévère. Et Turner n'écope finalement que de 6 mois. En apprenant cela, la victime, qui s'appelle Chanel Miller, est évidemment très choquée et elle demande à lire une longue lettre ouverte en plein tribunal. Publiée ensuite dans les journaux, sa lettre va être lue 11 millions de fois en 4 jours. Ce témoignage de Chanel Miller est à la fois un jalon par l'importance de son écoute, mais il augure évidemment la déferlante MeToo qui aura lieu l'année suivante, en 2017. Alors, malgré ces témoignages féminins qui font leur chemin, et exception faite de l'humoriste Bill Cosby qui lui va tomber en disgrâce dès 2014, force est de constater que les hommes mis en cause sont globalement peu inquiétés. Ils continuent de faire carrière sans trop de soucis. Polanski, Woody Allen reçoivent des prix, Donald Trump devient président des États-Unis et Brett Kavanaugh juge à la Cour suprême. En France, c'est pareil, Gérald Darmanin, pourtant mis en cause par deux femmes différentes, devient ministre de l'Intérieur. Côté culture populaire, c'est la folie des séries télévisées qui font des audiences de plus en plus grandes. On y retrouve en partie l'héritage cinématographique de ce que l'on nomme culture du viol, à savoir un concept hérité du milieu militant anglo-saxon, puis repris par les études culturelles, et qui consiste à analyser la façon dont les représentations populaires des violences sexuelles perpétuent un certain nombre de mythes et de stéréotypes, avec pour conséquence première la décrédibilisation de la parole féminine, qui induit ensuite une aggravation de l'impunité masculine, mais aussi l'augmentation des discriminations envers les populations racisées, soupçonnées à tort d'être plus susceptibles de subir ou commettre ces crimes. Notamment, on va retrouver dans des séries comme Game of Thrones ou American Horror Story des viols extrêmement nombreux, mais qui ne sont utilisés que pour pimenter l'intrigue. Ils ne font l'objet d'aucune réflexion. On va aussi avoir, comme dans Scandal, The Americans ou House of Cards, des viols utilisés en arc narratif positif, entre guillemets, pour justifier la genèse d'une femme forte. On va aussi avoir des viols qui sont au contraire des non-événements dans la vie de certains personnages, lesquels semblent poursuivre leur vie comme si de rien. Donc ça, c'est le cas de Mad Men ou Switch at Burst. Enfin, ce que l'on a, ce sont des viols qui sont avant tout un prétexte pour mettre en valeur la réaction et le ressenti d'un personnage masculin qui, lui, est dans l'entourage de la victime. Donc ça, on trouve ça dans True Detective ou Downton Abbey, par exemple. Malgré tout, sur la même période, on voit apparaître des séries qui vont au contraire poser les violences de genre comme étant un problème majeur de société et qui vont chercher à penser et à représenter un continuum de violences faites aux femmes. Des séries comme Top of the Lake, Jessica Jones, An American Crime, Big Little Lies, etc. essayent de montrer dès le pilote de la série qu'une violence sexuelle n'est jamais seule, elle n'est pas sporadique, elle s'inscrit dans un ensemble d'inégalités de genre.
Justement, parmi ces séries qui posent la violence de genre comme étant un problème social, deux d'entre elles présentent la particularité d'être un miroir quasi parfait l'une de l'autre. Sweet Vicious, qui est une série tragicomique jeune adulte de MTV, et la troisième saison de Broadchurch, le drame policier familial de ITV. Elles ont pour commencer un certain nombre de points communs. Elles sont concomitantes, diffusées sur un temps très resserré, juste avant l'affaire Weinstein. Ce qui est important parce que cela veut dire qu'elles ont été développées avant qu'il y ait une forme de pression populaire et médiatique pour s'emparer du sujet. Elles se déroulent toutes deux dans une forme de huis clos, à l'échelle d'un campus pour Sweet Vicious ou d'un village pour Broadchurch, où tout le monde se connaît. Elles détournent toutes les deux ce qu'on appelle un plot device, soit une articulation narrative. Dans Sweet Vicious, c'est le Rape and Revenge plot qui voit un personnage féminin violé chercher à se venger, et dans Broadchurch, c'est le Whodunit qui consiste à inciter le public à chercher activement les coupables. Enfin, les deux séries mettent en scène un couple de figures justicières, à chaque fois sur le mode good cop, bad cop, bon flic, mauvais flic. Sauf que, dans Broadchurch, ils sont du côté de la loi, puisque ce sont des détectives de la police, alors que dans Sweet Vicious, ce sont des vengeuses masquées, des vigilantes. À partir de là, les différences se poursuivent. Les deux séries ont des showrunners à l'opposé qui n'ont ni le même âge, ni le même pays, ni la même culture, ni le même genre. Les deux séries n'ont pas la même cible, pas la même tonalité, pas la même mise en scène, et des audiences très différentes. Broadchurch est un énorme succès, quand Sweet Vicious est une petite pépite connue seulement de quelques fans. Malgré cela, et c'est ça qui est intéressant, c'est que lorsqu'on analyse les deux séries, on voit que dans leur contenu, elles cherchent à dénoncer exactement les mêmes choses. Déjà, les deux séries vont poser, et c'est d'ailleurs conforme à la réalité, que le vrai danger pour une femme vient de la sphère intime. Il vient d'un homme qui est déjà dans son entourage quotidien. Et ça va s'accompagner d'une mise en scène qui va constamment pousser à l'empathie et inciter le public à partager l'expérience de femme. Et ces femmes, plutôt que d'être objets d'un regard et d'un désir masculin, elles vont être sujets et actrices de leur propre rédemption. Parce que qui est-ce qu'on a à l'écran? On a évidemment des victimes de violences sexuelles. Au début, elles sont très affectées par un syndrome post-traumatique, et les deux séries d'ailleurs dépeignent de façon très réaliste à la fois les symptômes et leurs conséquences. Sauf que ces femmes ne restent pas victimes et vont entamer un parcours de guérison, certes en dents de scie, mais ce parcours déjà, elles ne le doivent qu'à elles-mêmes, parce qu'il y a certaines étapes psychiques qu'elles vont franchir seules. Et puis ce parcours, il est aussi facilité, encouragé par un entourage qui est soutien, qui est très à l'écoute. Et comme cet entourage en plus est lui aussi essentiellement féminin, cela fait que dans les deux séries, on a à l'écran des femmes résilientes, et elles sont résilientes parce qu'elles sont aussi dans la sororité. Voilà, donc ça c'est le premier résultat. Le deuxième résultat, c'est que les deux séries ne vont pas s'arrêter là. Elles ne vont pas faire que chercher à se mettre en marge de la culture du viol et même tenter de la déconstruire. Elles vont aussi s'attaquer à une critique bien plus globale de la société dont elles vont fustiger les inégalités, et notamment les inégalités de genre. Les deux séries vont dénoncer l'existence d'un privilège masculin, d'ailleurs un privilège masculin blanc, dans le cas de Sweet Vicious, qui va plus loin dans une démarche intersectionnelle. Les deux séries vont dénoncer l'irresponsabilité masculine, c'est-à-dire que même lorsqu'ils ne sont pas coupables, on a des personnages masculins qui ne prennent pas leurs responsabilités, et d'ailleurs ce sont les femmes qui sont obligées d'endosser les responsabilités à leur place, et on va avoir surtout la critique de l'impunité masculine. C'est-à-dire que les deux séries vont montrer comment les systèmes policiers, mais aussi judiciaires, scolaires, administratifs, non seulement ne sont pas à la hauteur de la lutte contre les violences faites aux femmes, mais aggravent la situation et même participent de ces violences. Tout ceci s'accompagne d'une réflexion sociologique commune sur les facteurs aggravants. Par exemple, les deux séries vont pointer du doigt la pornographie comme étant quelque chose qui participe de la déshumanisation des femmes. Elles vont réfléchir au phénomène de slut-shaming, qui consiste à plutôt culpabiliser la victime, et les deux séries vont peser l'implication des réseaux sociaux dans le phénomène. Il y a aussi une même façon de représenter l'alcool comme étant une arme utilisée par l'agresseur plutôt qu'une cause directe de violence. Enfin, Sweet Vicious va montrer comment le système des fraternités dans les campus américains favorise les violences. Donc on a une même volonté, dans Sweet Vicious et dans Broadchurch, de penser la société dans sa globalité. En plus, les deux séries s'appuient sur un travail de recherche très conséquent. C'est-à-dire que les deux showrunners ont fait un travail presque de journaliste d'investigation avant de commencer l'écriture de leur série. Il y a une même volonté très nette de s'appuyer sur des chiffres, sur des témoignages, sur le travail des associations, une volonté de sensibiliser le public, voire de l'éduquer. Et ça, du coup, c'est le deuxième résultat. On se retrouve quasiment avec une fiction populaire qui est en mission de santé publique. On a l'impression qu'on a des auteurs de séries qui finalement se mettent en place de pouvoirs publics défaillants. Et le troisième résultat, pour le coup, est un peu plus complexe.
Malgré le fait que les deux showrunners aient cherché à être le plus réaliste possible, il et elle ont adopté un même biais. Un biais qui se retrouve d'ailleurs dans un nombre conséquent d'autres séries des années 2000 et 2010, et cela continue encore aujourd'hui. Les deux séries font le portrait d'un violeur, masculin évidemment, ce qui est normal dans la mesure où 98% des personnes mises en cause pour violences sexuelles sont des hommes, mais également un violeur blanc, riche, ou s'il n'est pas à proprement parler riche, il est en situation de pouvoir ou bénéficie d'un statut reconnu par la société. Et ça, pour le coup, ça n'est que partiellement raccord avec la réalité. Malheureusement, des violeurs, on en trouve de toutes les ethnies et de toutes les classes sociales. Donc il est intéressant de s'interroger sur le sens que l'on peut donner à l'émergence de cette figure collective du violeur blanc aisé et puissant. Déjà pour commencer, il faut savoir que cette figure va à l'encontre directe du mythe de l'homme de couleur attaquant une victime blanche, mythe particulièrement ancré dans la culture anglophone et d'ailleurs sévèrement décrié par Angela Davis et Bell Hooks. Donc le fait de représenter des violeurs blancs, c'est peut-être l'envie inconsciente d'aller contre ce mythe du black rapist. C'est peut-être aussi une volonté de ne pas accabler les minorités, une façon d'éviter un litige potentiel. Ou c'est peut-être le signe, comme le disait Wendy Kozol, que l'industrie de l'entertainment continue de se centrer sur les classes moyennes blanches, censées à elles seules refléter l'ensemble de la société. Mais il y a une autre façon, plus intersectionnelle, de penser la question. On sait que l'augmentation des inégalités économiques a fait augmenter ces dernières années les taux de violences sexistes. Plus les personnes sont exposées à des difficultés socio-économiques, plus elles subissent de pression et plus elles risquent d'être victimes de violences, et ensuite, moins elles ont de ressources pour combattre ces violences. C'est un cercle vicieux. D'autre part, il est tout à fait vrai qu'un homme blanc et riche va beaucoup plus facilement échapper à la justice. Véronique Le Guaziou écrivait ainsi « Il est incontestable que les ressources financières et les connexions sociales évitent la pénalisation à bien des agresseurs. » Donc, une autre façon de voir cette figure, c'est plutôt de la considérer comme une métaphore illustrant la multiplicité des discriminations vécues par les femmes dans un monde inégalitaire, capitaliste et de surcroît postcolonial. D'autre part, cette figure du prédateur blanc et privilégié n'est pas sans rappeler le mythe de Jack l'Éventreur, dont elle peut éventuellement être perçue comme une déclinaison moderne. L'historienne Judith Walkowitz explique que la légende de Jack l'Éventreur a établi une iconographie de la violence masculine qui a imprégné toute la société. Peut-être le savez-vous déjà, mais le tueur s'en prenait à des femmes économiquement fragiles, et ses connaissances en anatomie féminine le classaient, au moins en apparence, dans un milieu privilégié. Aujourd'hui, on ne connaît toujours pas l'identité du tueur, mais le fait que ces crimes s'apparentent à des féminicides est quand même une conception unanimement partagée par les experts. Or, comme le dit Michel Leroy, si les mythes sont réitérés pour leur fonction symbolique, ils le sont aussi dans un but réparateur. Donc pour en revenir à notre figure du violeur blanc puissant, la question c'est, s'il s'agit effectivement d'un mythe moderne, est-ce qu'il est formulé dans un but inconscient et collectif de pointer les sources d'un mal, qui serait, en l'occurrence, la concentration injuste et malsaine du pouvoir et des richesses chez les hommes blancs? Par ailleurs, puisque les études sur la culture du viol ont clairement montré un rapport direct de cause à effet négatif entre certaines représentations de la violence de genre et les inégalités et les discriminations, alors on peut penser qu'une amélioration dans ces représentations irait au contraire dans le sens d'un progrès social. De cette idée découle un certain nombre de pistes que l'on peut explorer. On pourrait enquêter d'un point de vue psychologique sur les effets d'une représentation positive d'une violence fictive sur une victime réelle. En considérant les phénomènes d'identification naturelle et de désir mimétique, on pourrait imaginer que pour une victime, suivre le parcours de rédemption fictif d'une héroïne résiliente peut déclencher chez elle l'amorce d'une résilience bien réelle. Combien de personnes ont déjà raconté avoir pris conscience de ce qui leur était arrivé après avoir vu un film, lu un livre, écouté une chanson? Il serait intéressant de se pencher là-dessus. Encore très récemment, le passage de Stromae aux 20h de TF1 où il a chanté son titre L'Enfer, dans lequel il évoque ses propres pensées suicidaires, ça a fait exploser les appels au 3114, le numéro national de prévention du suicide. Donc, si on va jusqu'au bout du raisonnement, l'idée, ça serait de mieux comprendre l'impact d'une représentation non stéréotypée d'une violence de genre pour éventuellement ajuster les politiques publiques, ne serait-ce que par des aides au financement. Surtout qu'il faudrait comprendre et quantifier qu'est-ce que ça fait sur une victime, mais aussi sur les témoins, et pourquoi pas même sur les agresseurs. En attendant, on a un dernier enseignement découlant de l'étude de la représentation des violences sexuelles dans les séries télévisées. C'est que clairement, les femmes y enquêtent elles-mêmes pour dénoncer les violences. Elles peuvent être victimes, comme dans Sweet Vicious, Big Little Lies ou I May Destroy You. Elles peuvent être journalistes et détectives privés, comme dans Jessica Jones, ou évidemment policières, comme dans Top of the Lake, Broadchurch et Unbelievable. Mais ce qui est important, c'est que même lorsqu'elles sont du côté de la loi, elles le font souvent à rebours de leur hiérarchie ou se retrouvent malgré elles à exposer les fautes ou manquements de leurs collègues.
Or, dans la vraie vie, le fait que la dénonciation des violences de genre ne passe quasiment que par des femmes, des victimes ou l'entourage des victimes, c'est quelque chose que l'on va évidemment retrouver. Aux États-Unis, les journalistes Jodie Cantor et Megan Toey ont gagné le prix Pulitzer avec Ronan Farrow. Eh bien, elles, ce sont des femmes et lui est le frère de Dylan Farrow. Ce sont deux victimes étudiantes, Annie Clark et Andrea Pino, qui ont lancé l'alerte aux États-Unis sur la dimension endémique des violences sexuelles dans le milieu étudiant. En France, c'est pareil. La journaliste Marine Turchi s'est associée à l'actrice Adan Hellel pour dénoncer les violences qu'elle avait subies. C'est la juriste Camille Kouchner qui révèle les violences subies par son frère dans son livre La Familia Grande, etc., etc. Cette dynamique-là va se retrouver de façon très similaire dans le jeu vidéo. Depuis la fin des années 2000, des femmes se battent pour dénoncer les violences de genre, mais avec des répercussions malheureusement souvent extrêmes. La première chose que ces femmes dénoncent, ce sont les harcèlements et les agressions sexuelles commises dans le cadre du travail. Ces 2 dernières années, pour ne citer que celle-ci, il y a eu 2 vagues importantes de dénonciations dans les géants Ubisoft et Activision Blizzard. Évidemment, ces violences sont largement favorisées par une disparité de genre considérable dans la main-d'œuvre même. Depuis Paola Tabet, on sait qu'historiquement, les hommes se sont réservé le monopole des outils. Et bien, de la même manière, les femmes ont été tenues à l'écart de la technologie numérique et vidéoludique, et cette situation n'évolue que très lentement. En 2020, alors que côté public, les femmes c'est maintenant presque un joueur sur deux, et bien côté industrie, elles occupent encore à peine 16% des postes exécutifs. Soit dit en passant, c'est un enjeu qui est autant économique que social. Le jeu vidéo, c'est l'industrie de loisirs la plus importante du monde, avec un marché de 200 milliards de dollars, soit plus que les marchés du cinéma et de la musique réunis. La deuxième chose que les femmes dénoncent, c'est le sexisme dans le contenu et dans la réception des jeux. En 2013, dans sa web-série Tropes vs. Women in Video Games, Anita Sarkeesian montre l'objectification et la sexualisation des rares héroïnes féminines, lesquelles sont créées essentiellement pour répondre aux fantasmes d'une cible masculine hétérosexuelle. En parallèle, Zoe Quinn, spécialiste en game design, veut développer des jeux à portée éducationnelle et crée Depression Quest, une fiction interactive où l'on incarne une personne dépressive devant surmonter les épreuves formées par les événements anodins de la vie quotidienne. D'abord séparément, puis conjointement, Sarkeesian et Quinn sont violemment rejetés par une frange de joueurs conservateurs, furieux de ce qu'ils considèrent être une intrusion politique dans la culture du jeu vidéo. Elles sont insultées, menacées de mort et de viol, harcelées jusqu'à leur adresse personnelle. Et lorsque Quinn est faussement accusée par un ancien petit ami d'avoir obtenu une critique élogieuse de son jeu dans le cadre d'une relation avec un journaliste, le cyberharcèlement des deux va prendre des proportions démesurées, avec en prime incitation à la violence, usurpation d'identité, etc. C'est la naissance officielle du Gamergate. Sous couvert de faire la lumière sur les collusions possibles entre journalistes et développeurs, les membres du Gamergate vont tout bonnement chercher à évincer par la terreur des femmes productrices de contenu dans le jeu vidéo. Avec un certain succès malheureusement. Quinn, Sarkeesian et bien d'autres après elle, jusqu'à encore très récemment aux derniers Z-Event, beaucoup de femmes actives dans le jeu vidéo sont contraintes d'annuler des apparitions, quitter des événements, voire même carrément changer de métier. Sans parler du quotidien de toutes ces joueuses et joueurs LGBTQ+, qui sont contraints de faire profil bas lorsqu'ils sont en ligne pour éviter de subir des taux massifs de discrimination et de harcèlement. Et c'est dans ce contexte de violence de genre dominante qu'une saga de jeux vidéo d'horreur et d'action-aventure, The Last of Us, va se retrouver curieusement au cœur de la mêlée. Le premier jeu est sorti en 2013 et il marque un tournant puisque c'est un jeu qui, de l'aveu même de ses développeurs, cherche à offrir des personnages féminins de premier plan, diversifiés et non sexualisés. Le but du studio à l'origine des jeux, c'était vraiment d'innover en termes de représentation et de narration. Ce qui a très bien marché, puisque le premier jeu The Last of Us s'est vendu à 20 millions d'exemplaires, et depuis sa sortie, la saga fait l'objet d'une ferveur très importante dans la communauté vidéoludique. Mais c'est là où c'est très étonnant, et c'est toute la problématique, c'est que, alors que la saga The Last of Us cherche de façon très assumée à déjouer les stéréotypes de genre, eh bien paradoxalement, les 2 premiers jeux ont complètement échappé au Gamergate. Et le point de bascule va avoir lieu en 2020 à la sortie du 3e opus, The Last of Us Part 2, et là, on va assister à des événements qui partent dans des directions complètement opposées. D'un côté, la ferveur se poursuit. Le jeu bat des records de vente et c'est aujourd'hui le jeu le plus primé de toute l'histoire du jeu vidéo, avec des récompenses qui proviennent autant du public que de l'industrie. De l'autre, on a une vague qui va se mettre en place de harcèlement, de menaces et de diffamation particulièrement oppressives, qui va cibler principalement 3 personnes. Donc les 2 scénaristes, en l'occurrence une femme et un juif immigré, et, de façon complètement aberrante, à première vue en tout cas, la doubleuse du personnage d'Abby, l'une des héroïnes principales de The Last of Us Part 2.
Et cette forme de lynchage médiatique va être tellement importante que pour la première fois, des personnalités majeures du jeu vidéo vont publiquement s'exprimer, qu'on soit à la direction de PlayStation ou à celle du site Metacritic. Donc une fois qu'on a constaté ça, la question qu'on peut se poser, c'est tout simplement comment élucider ces événements contradictoires de 2020. De cette question va découler un certain nombre d'hypothèses, dont la première évidemment concerne la représentation du genre. Peut-on expliquer les événements de 2020 par l'évolution de la représentation du genre dans les jeux The Last of Us? Qu'est-ce qui a protégé les premiers jeux mais perdu le troisième, entre guillemets? Mais il vous faudra patienter un peu pour avoir des éléments de réponse puisque la production de cette recherche vient tout juste de commencer et sa sortie n'est pas prévue avant 2024. À suivre, comme on dit. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter et j'espère que je n'ai pas été trop longue. Bonne journée!